Franck Marchal pour The TV, nous sommes dans l'Indre-et-Loire à 7 km de Tours, à la ferme de Mêlée, aux universités d'automne de l'UPR. Merci de votre accueil en tout cas. Alors quel est votre bilan de cette deuxième université d'automne, monsieur Asselineau ? Écoutez, c'était la deuxième fois que nous organisions une université. La première fois l'année dernière, à peu près à la même époque, un petit peu plus tôt dans la saison, c'était à Doussard, à côté du lac d'Annecy, et cette année donc à côté de Tours. Le bilan que j'en tire, c'est que le mouvement se développe. Nous avons eu une belle fréquentation, surtout que ce n'est quand même pas exactement à côté de Paris, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est pas facile d'accès pour les gens du nord, de l'est et du sud-est. Donc on a compté jusqu'à 400 personnes. On a eu une succession de tables rondes qui ont, je crois, à la fois beaucoup intéressé le public et également impressionné les gens qui sont venus. Je rappelle que le matin, on a eu une table ronde sur les questions de défense nationale et de géopolitique avec Monsieur Patry, Madame Villebout, qui sont deux chercheurs de la Fondation pour la recherche stratégique et qui ont travaillé toute leur vie dans ce domaine. Nous avons eu la présence du général Pinard-Legris, qui est général en retraite, qui a été notamment dans la Légion étrangère et également à la direction du renseignement militaire et qui maintenant est le président de l'association de soutien à l'armée française. Et puis Régis Chamagne, qui est notre responsable chargé des questions de défense, qui animait la table ronde à laquelle avait été également convié Pierre Lévy, qui est un journaliste qui a été autrefois au journal communiste L'Humanité et qui maintenant est rédacteur en chef d'un mensuel qui s'appelle Bastille République Nation. Alors autant dire qu'il y avait quand même une grande diversité d'opinions autour de cette table ronde et que les questions ont quand même été, les sujets abordés d'une part, les questions posées par le public d'autre part, ont été d'un grand intérêt. D'ailleurs, plusieurs des personnes qui étaient venues nous l'ont dit en quittant les lieux, ont été impressionnés. Ils ne connaissaient pas forcément l'UPR ou pas très bien du moins. Et ils ont été impressionnés à la fois par le nombre, la jeunesse des moyennes des participants et la pertinence des questions. Ensuite, l'après-midi, nous avons eu une table ronde sur les questions concernant l'euro avec Olivier Berruyer, qui est un actuaire et qui a créé un site, un blog qui est assez suivi. Il a d'ailleurs écrit un certain nombre d'ouvrages. Et également Philippe Murer, qui est professeur associé à la Sorbonne, qui est un ancien trader, comme on dit, et qui a travaillé beaucoup sur les marchés financiers, et qui travaille en ce moment avec Jacques Sapir sur les questions d'euro. Et puis il y avait moi-même autour de cette table ronde animée par l'un de nos responsables, Charles-Henri Gallois. Donc là aussi, je crois que cette table ronde a été d'un haut niveau. Peut-être peut-on reprocher qu'il n'y ait pas eu un partisan du maintien de l'euro. Ça aurait peut-être donné un petit peu plus de piment à la table ronde. Mais la table ronde ne manquait quand même pas du tout de piment parce que, au contraire, les sujets, ça nous a permis, plutôt que de répondre aux objections habituelles sur les partisans de l'euro, ça nous a permis au contraire d'approfondir la question notamment de la sortie de l'euro, les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, etc. Alors en tout cas, la salle était extraordinairement attentive comme le matin. Et puis enfin, il y a eu une table ronde sur la philosophie politique qui autour de la construction européenne, avec Annie Lacroix-Ries, qui est une historienne communiste, qui a écrit des ouvrages qui ont connu un certain retentissement, notamment le choix de la défaite ou bien industriels et banquiers sous l'occupation, qui nous a apporté un point de vue marxiste orthodoxe, si j'ose dire, sur la construction européenne. Jean Bricmont, qui est un universitaire belge qui nous a apporté le regard de quelqu'un qui par ailleurs a écrit un ouvrage avec Noam Chomsky, qui est le chef de file de la gauche américaine. Et enfin John Lowland, qui est un journaliste britannique très connu dans son pays, qui d'ailleurs vit en France, qui parle un français admirable d'ailleurs, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle The Tainted Source, la source, comment dirais-je, la source frelatée. Ça a été traduit en français par un autre titre, ça s'appelle La liberté des nations.
Et dans cet ouvrage, il montre les origines de la construction européenne, il les situe notamment dans la pensée fasciste des années 30. Voilà. Alors cette table ronde a été aussi un très grand succès, et là aussi les différents participants ont été impressionnés de ce qu'ils ont pu voir, les participants de la table ronde. Je me permets d'ailleurs au passage de préciser qu'ils étaient tous venus avec des ouvrages à vendre. Olivier Berruyer, Annie Lacroix-Ris, Pierre Lévy avec son journal, ils sont tous repartis à vide. Ils ont été dévalisés, ils ont vendu tous leurs ouvrages qu'ils ont dédicacés. Donc ça a été un très grand succès. Ils étaient tous très contents. Et ils ont découvert notamment que nous sommes un mouvement réellement très sérieux. D'ailleurs, meilleure preuve, c'est que le propriétaire des lieux ici, les services de sécurité qui ont assuré la sécurité qui étaient donc des prestataires de services extérieurs qui habitent la région de Tours, bien tout le monde écoutait ces tables rondes et a écouté également les deux conférences que j'ai faites, celle de vendredi soir qui portait sur le thème l'Europe c'est la guerre, où j'ai abordé la question de la Première Guerre mondiale, puisque nous allons entendre parler que de ça au cours des mois et des années qui viennent, puisqu'il y a une mission pour la commémoration de la Première Guerre mondiale qui travaille en ce moment, et donc nous allons avoir toute une série d'événements qui vont s'échelonner de 2014, tenez-vous bien, jusqu'à 2020, et où on voit en lisant les documents officiels que on va nous présenter constamment la construction européenne comme le remède à la Première Guerre mondiale. Donc là, c'est la conférence que j'ai faite vendredi soir où j'ai expliqué quelles étaient les vraies causes de la Première Guerre mondiale et où j'ai montré que loin de nous prémunir contre une nouvelle guerre mondiale, la construction européenne nous entraîne vers une autre. Et puis hier soir, samedi soir, j'ai donc fait une autre conférence qui a duré jusqu'à très tard et qui a été qui a, je crois, également beaucoup intéressé les gens, dont le titre est « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» Voilà. Alors c'est une conférence très politique, mais c'est normal quand on est un parti politique de faire de la politique. C'est normal également de passer au crible ce que disent les autres partis, parce qu'ils ne se gênent pas, eux, pour critiquer les autres. Et donc j'ai montré, toutes preuves à l'appui, vidéos, textes, professions de foi à l'appui, à quel point les autres partis politiques français, le Parti socialiste, l'UMP, le Front de gauche, le Front national, notamment, passent leur temps à en fait enfumer les Français en leur tenant des discours savamment ambigus, des propositions qui ne peuvent pas être mises en œuvre par la France toute seule, et en refusant tous ce que nous proposons, l'UPR, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne par l'article 50, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. Tenant compte de votre position non interventionniste wilsonienne du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pourquoi ne pas tout simplement revendiquer dans le slogan de l'UPR que vous êtes le parti de la paix? D'ailleurs, l'UPR est déjà affublé d'une colombe. Oui, c'est une bonne question. Il faut bien choisir un slogan un jour ou l'autre. Donc on ne va pas changer de slogan tous les ans, ça serait un peu ridicule. La démocratie, parce que je pense que c'est quand même la consubstance même de notre mouvement, c'est de rendre aux Français leur pouvoir. La sortie de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est déjà pour que les Français puissent décider de leur avenir collectif. Mais vous n'avez pas tort, c'est vrai que je pense que nous sommes un mouvement qui fondamentalement est un mouvement très pacifique, très pacifiste. Je ne cesse d'ailleurs d'insister sur l'importance de l'ONU, l'importance qu'il faut rendre à l'ONU, parce que l'ONU a été vidée de substance notamment par les États-Unis, de même que le bloc soviétique avait entravé l'action de l'ONU dans les années 50, 60, 70 et 80. Maintenant, c'est les États-Unis et l'Union européenne et les Occidentaux qui vident de substance l'ONU. Nous sommes des grands partisans du droit international, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de la non-ingérence. Hier, dans la table ronde que je citais, John Logland faisait remarquer à juste titre que nous ne devons jamais parler de droit d'ingérence parce que ce n'est pas un droit, c'est un délit.
Et tout le droit international considère que c'est un délit. La Cour internationale de justice a encore tranché dans ce sens il n'y a pas si longtemps. Donc tout ce qui est mené, ces guerres d'agression, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, ces guerres qui ne disent pas leur nom, sont fondamentalement contraires à la Charte des Nations Unies. Voilà, donc effectivement, vous avez raison, on aurait pu prendre ce slogan. En attendant, on utilise effectivement régulièrement la colombe, et d'ailleurs notre logo, qui est le rameau d'olivier qui figurait sur la pièce de 1 franc, signifie à la fois le retour au front, mais ça signifie aussi par principe, le rameau d'olivier, c'est le rameau de la paix. Est-ce que 44-45, la libération avec le CNR, fut la période la plus révolutionnaire depuis le Moyen-Âge, plus révolutionnaire peut-être que 1789 ? Non, je pense pas qu'on puisse quand même dire ça, parce que 1789, c'est quand même une rupture historique tout à fait fondamentale, ne serait-ce qu'en termes de philosophie politique, puisque c'est 1789 qui invente la nation, c'est-à-dire le peuple souverain. Jusqu'en 1789, c'était le roi de France avait tous les pouvoirs, c'était la monarchie absolue par la grâce de Dieu. Donc l'origine du pouvoir était située aux cieux. Ce qu'inventent les révolutionnaires de 1789, qu'ils vont d'ailleurs mettre concrètement noir sur blanc avec la première constitution française du 14 septembre 1791, c'est que le pouvoir en fait appartient au peuple. Voilà. Dans un premier temps, ils ont maintenu le roi de France à la tête de l'État, Louis XVI, mais ils lui ont retiré son titre de roi de France, il est devenu le roi des Français. Et donc ça, c'est quand même le grand changement. Et puis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a eu toute une série de décisions fondamentales. Puis en 1792, la proclamation de la République, tout ça sont des événements cruciaux de notre histoire. Cela étant, je pense qu'en effet, 1944-1945, c'est sans doute le moment le plus révolutionnaire de la France, disons, du XXe siècle. C'est le moment où il y a notamment une appropriation collective de toute une série de sociétés, la création de la sécurité sociale, le droit de vote des femmes. Enfin, c'est effectivement une date tout à fait importante. Et puis surtout, c'est un grand moment d'union nationale. Et dans l'histoire de France, il n'y a pas eu tant que ça des grands moments d'union nationale. C'est arrivé justement lorsque la France était menacée de disparaître, ce qui fut le cas dans les années 1415, surtout à 1420, après le traité de Troyes, en pleine guerre de 100 ans, lorsque Charles VI cède la France au royaume de Grande-Bretagne et au Royaume-Uni. C'était le cas au moment des guerres révolutionnaires. C'était le cas en 1940. Je crois que le cas est en train de se reproduire désormais. Je suis quand même très frappé par le fait que nous avons à l'UPR des gens qui viennent vraiment de tous les horizons politiques, confessionnels, sociaux, ethniques, etc. Ça, c'est une marque de... Alors, nous ne sommes pas encore un très grand mouvement. J'ai oublié de préciser que nous aurons bientôt franchi le cap des 3500 adhérents. On a fait plusieurs dizaines d'adhésions au cours de cette université. Donc, ça reste encore un petit mouvement, mais on est tout à fait sorti maintenant du groupuscule et on ne compte plus d'adhérents que des mouvements nettement plus connus qui, eux, ont accès aux grands médias. Le patronat se met les employés dans la poche pour le travail le dimanche et le soir. À la vitesse où ça va, pensez-vous que d'ici 20 ans, nous reviendrons à des conditions de travail qui effaceront les avancées du CNR et du Front populaire pour en revenir à un code du travail du même acabit qu'à la fin du 19e siècle? Écoutez, ce que vous dites est d'une forme légèrement provocatrice, mais elle correspond en gros à ce qui se passe. Je suis assez d'accord avec vous. On est en train, en réalité, de remettre en cause non seulement les acquis du CNR, mais même, j'allais dire, tous les acquis sociaux. On est en train de revenir, non pas à la fin du 19e siècle, mais on est en train de revenir à 1848, à la situation qui a vu naître d'ailleurs le manifeste du Parti communiste. Je suis assez stupéfait d'ailleurs de voir que le Parti communiste français n'a plus rien de communiste, alors même que les événements redonnent
à la pensée marxiste-léniniste un certain nombre d'atouts. Je ne suis pas moi-même marxiste, mais je reconnais qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Et c'est assez curieux que ça se passe comme ça à gauche, et que le Parti communiste français en soit là. Enfin bon, bref, c'est leur problème. Ce qui est certain, c'est que on est en train de remettre en cause la protection sociale, la durée du travail, toutes les protections qui avaient assuré le bien-être et le niveau de vie des classes moyennes dans la France de l'après-Seconde Guerre mondiale, mais aussi d'ailleurs dans le monde occidental. Et ça, c'est une logique imparable, c'est celle qui découle de ce qu'on a appelé la mondialisation, c'est-à-dire la suppression de tous les contrôles de mouvements de capitaux et de marchandises, et qui résulte des décisions des accords du GATT, tout au long des années 50, 60, 70, et puis surtout des accords de Marrakech de 1994. Je rappelle, enfin je le dis dans mes conférences, le rôle essentiel qu'a joué la construction européenne dans ce démantèlement. Si nous continuons comme ça, il faut bien comprendre que les Français comprennent bien que si nous continuons comme ça, on va vers un appauvrissement qui d'ailleurs a déjà commencé de toute la population, plus exactement de 99% de la population, avec 1% ou 2% des gens qui, eux, bénéficieront à plein de ce système. Donc une réouverture phénoménale de l'éventail social, de l'éventail des revenus. L'INSEE l'a déjà constaté, ça se produit aux États-Unis en ce moment où il y a des différences comme jamais les États-Unis n'en ont connu, des différences sociales. Est-ce que les Français veulent vraiment ça? Je ne le pense pas. Je pense que nous allons à terme vers une explosion générale si on ne met pas le haut là. Durant votre possible mandat, êtes-vous, oui ou non, pour un démantèlement du franc CFA? On verra. Je serais illogique avec moi-même si je disais qu'il faut absolument maintenir le franc CFA parce que c'est une monnaie plurinationale. Or, j'explique que toutes les monnaies plurinationales des ont toujours explosé. Donc je pense qu'en effet, la vocation du franc CFA à terme sera d'être progressivement démantelée. Cela étant, ça dépendra des pays africains eux-mêmes, qui sont dans des phases de transition économique. Certains ont déjà d'ailleurs quitté le franc CFA, mais moi je ne suis pas un ayatollah du franc CFA. Hein. Je pense qu'il faut être logique. Hein, il faut être logique. Je pense que de toute façon, plus généralement, le troisième millénaire, du moins le 21e siècle tel qu'il se dessine, ça doit être je le dis souvent, c'est doit être un siècle, un millénaire, où tous les pays du monde doivent rechercher la paix et doivent faire leur travail de deuil, comme on dit en psychanalyse, de vouloir être le roi du monde. Voilà. Le mythe impérial, fort heureusement, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, je pense que c'est un changement historique majeur, c'est le coup d'arrêt qui a été donné par la Russie aux ambitions d'hégémonie mondiale des États-Unis avec l'affaire syrienne. On voit que d'un seul coup, les États-Unis ont mis genoux à terre. On n'entend plus parler d'invasion, d'attaque de l'Iran, ni de la Syrie. Il faut savoir que les États-Unis n'ont plus les moyens de toute façon financiers d'entretenir l'armada qu'ils ont. Au même moment, ce sont les armées chinoises et russes qui commencent à se développer très vite. Donc je pense qu'il faut que tous les États au monde aient la sagesse, j'y reviens, de se plier à une discipline collective qui ne peut se tenir en définitive que dans une organisation mondiale où tous les États est un peu le rang d'égal, ce qui est le cas à l'ONU. Alors dans ce cadre-là, il n'y a pas de raison, effectivement, vous avez raison, pour qu'on maintienne cette survivance de l'ère coloniale qui est le franc CFA. Voilà. Cela étant, je sais qu'il y a ça pose des problèmes de circuits financiers, de circuits économiques, ça va sans doute pas se démanteler comme ça, mais ça dépend fondamentalement aussi des pays africains eux-mêmes. Mais votre question me permet quand même d'insister sur le fait que nous sommes, je crois, le seul mouvement politique à insister sur l'importance pour la France de maintenir des relations, mais qui soient rééquilibrées, avec les pays de la francophonie. Ça, c'est très important parce que, avec la construction européenne, nous sommes en train de détruire tout ce qui faisait le rayonnement de la France, son influence politique, morale, sa civilisation et sa langue. Hein. Donc je suis d'accord pour démanteler le franc CFA si les pays d'Afrique le souhaitent, bien entendu, mais ça ira de pair, enfin il faudrait que ça aille de pair avec donner à la francophonie, au monde francophone, un réel rôle sur la scène politique internationale. Vous savez que dans notre programme, on propose de constitutionnaliser le siège permanent de la France au Conseil de sécurité, mais aussi de faire de ce siège permanent un siège qui
autant que faire se peut, reflèterait l'opinion des États francophones dans le monde et pas seulement l'opinion de la France. Monsieur Asselineau, on sait aujourd'hui, une longue question, on sait aujourd'hui que la CIA a financé le Gladio. Des chercheurs à travers le monde parlent d'Al-Qaïda comme un Gladio 2. Est-ce que les concessions de tous les présidents français, depuis Pompidou, faites aux Américains, expliquent le faible nombre d'actes terroristes en France? Et si demain, un président français ne se soumet pas aux États-Unis, est-ce qu'on ne se prépare pas à une formidable explosion de violence terroriste domestique sous fausse bannière? Là, on est dans le domaine vraiment des hypothèses et des conjectures. Je me rappelle quand même que dans les années, je ne sais plus si je crois que c'est au tournant des années 90, mais je me trompe peut-être. En tout cas, je suis sûr du fait, c'est que François Mitterrand, qui était président de la République, a décidé un jour de virer 48 ou 49 agents diplomatiques américains qui étaient en fait des agents de la CIA. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette anecdote. Ça avait fait un peu un tollé. Enfin bon. Alors déjà, la première chose, c'est que les agents de la CIA, ça existe. Voilà. Je dis ça, c'est une dédicace spéciale que je fais à Monsieur Rudi Reichstadt, par exemple, et à tous ceux les anticonspirationnistes pour lesquels la CIA n'existe pas, ou alors c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête à la frontière française. Donc non, il y a des activités des services de renseignement et d'influence américains en France, comme il y a d'ailleurs l'activité de services de renseignement de nombreux autres États du monde en France. Enfin, la CIA et la NSA, c'est particulièrement gratiné. Les révélations de Snowden, par exemple, ont montré que la France, mais pas seulement la France, tous les pays du monde ont été espionnés, sont espionnés continuellement. Alors maintenant, vous me dites, mais oui, mais s'il fait ça... Ça, c'est des questions que parfois les gens me posent. Je vais vous dire, j'aime pas trop ce genre de questions parce que c'est un peu comme si quelqu'un était allé voir De Gaulle le 19 juin 40 en disant, c'est très gentil votre appel du 18 juin, mon général, mais vous vous rendez compte, et si les Allemands font des mesures de rétorsion? Eh ben oui, les Allemands ont pris des mesures de rétorsion, ça c'est exact. Est-ce que c'était pour autant une raison pour ne rien faire? C'est effectivement ça, c'est la position de Pétain. Je suis désolé de le dire. C'est exactement la position des collabos. Ah ben, on est trop faible, on est trop petit, on est trop ci, on est trop ça, et puis voilà. Moi, je crois qu'il faut quand même tabler sur plusieurs choses. D'abord, j'en profite pour le dire au passage, je ne suis pas, l'UPR n'est pas anti-américain. Il y a aux États-Unis, moi j'ai des amis américains, il y a aux États-Unis des gens, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et même des millions de personnes qui tiennent sur leur propre gouvernement des propos qui sont beaucoup plus durs que ceux que je tiens. Je rappelle quand même que Noam Chomsky, par exemple, a comparé le régime actuel, enfin a dit que ça lui rappelait le régime nazi. Je rappelle que le président Jimmy Carter, ancien président des États-Unis, a dit il y a quelques semaines, la démocratie américaine ne fonctionne plus. Il a soutenu Snowden. Donc, si vous voulez, il y a des forces aux États-Unis qui se manifestent pour tirer le signal d'alarme. Et le général Wesley Clark, qui a quand même été commandant en chef au moment du Kosovo, qui est un général 4 étoiles à la retraite, qui est un homme tout à fait sensé, qui est sorti major de West Point, a fait des déclarations en 2007 à San Francisco, publiques, enregistrées, d'ailleurs que je présente dans mes conférences, où il explique que les États-Unis ont été victimes d'un coup d'État politique par une camarilla de personnes et se livrent à des guerres illégales. Donc, moi, la première chose que je voudrais dire, outre le fait que nous ne sommes pas anti-américains, mais nous nous opposons à la politique des élites dirigeantes américaines, ce qui n'est pas la même chose. C'est comme si les Syriens, on disait, parce qu'ils critiquent François Hollande et la position de François Hollande et de Laurent Fabius, c'est comme si on disait que les Syriens étaient anti-français. Et les Syriens, il y a des Syriens qui ont beaucoup d'amis en France. Moi, j'ai des amis syriens, ils sont pas anti-français. Ce que je dis est important également parce que ça veut dire qu'il y a des forces de rappel dans la société américaine. Et moi, je pense qu'il faut pas du tout exclure que dans les mois ou les années qui viennent, on ait aux États-Unis des grands mouvements politiques et, comme aiment bien le faire de temps en temps les Américains, un grand déballage. Et il y a aussi des forces démocratiques aux États-Unis qui peuvent remettre en cause la situation. Puis, j'allais dire, les États-Unis sont sur le déclin.
pas un déclin absolu, mais un déclin relatif. J'en parlais tout à l'heure en matière militaire, mais en matière économique, en matière financière, vous avez vu le sketch sur le vote du budget, le relèvement du plafond de la dette. Donc tout ceci montre que les États-Unis vont de plus en plus être confrontés à de graves problèmes. En Europe occidentale, ils n'ont plus les moyens de maintenir les financements de l'OTAN, donc ils demandent en permanence aux pays de l'Union européenne de se substituer à eux, mais les pays de l'Union européenne eux-mêmes sont contraints par leurs contraintes budgétaires. Donc ce vers quoi nous allons dans les années qui viennent, c'est plutôt une réduction de la voilure des États-Unis d'Amérique. Dans ce contexte, je suis vraiment pas certain que les Américains vont s'amuser à faire ce que vous dites. Ça, vraiment, je ne le pense pas. Et puis j'aime bien une citation aussi de Gaulle qui disait « Les Américains devraient comprendre que leurs meilleurs alliés, c'est ceux qui savent leur dire non ». Nous ne sommes pas anti-américains par principe. Je pense que lorsque De Gaulle, par exemple, a tapé du poing sur la table vis-à-vis des États-Unis, lorsque De Gaulle, par exemple, a mis en garde dans son discours de Phnom Penh les États-Unis sur leur enlisement au Vietnam, si les États-Unis avaient eu la sagesse de comprendre que De Gaulle avait raison, ils seraient partis beaucoup plus rapidement, il y aurait eu des dizaines et même des centaines de milliers de morts évitées, et l'image des États-Unis aurait été moins écornée. Ne pensez-vous pas que pour prévenir l'infiltration des agents américains, face à une non-soumission française, il faudrait organiser le ministère de l'Intérieur de façon très efficace contre les agents d'influence étrangère? Vous avez des questions qui sont quand même un peu orientées. Ce que je crois, puisque vous parlez du ministère de l'Intérieur, c'est que il y a des choses qui objectivement ne vont pas en France. C'est déjà les problèmes informatiques. Vous savez que depuis Nicolas Sarkozy, par exemple, la collecte des élections françaises informatique est traitée au Texas. C'est quand même inouï. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, de même que le serveur des sites internet de l'Élysée ou du ministère de l'Intérieur sont situés aux États-Unis. Donc ça, c'est des choses déjà qui ne vont pas. Pour le reste, bon, faut pas non plus exagéré. Je pense que le problème de la France, c'est plus un état d'esprit général. D'abord, c'est notre appartenance à l'Union européenne, et puis le problème, il est dans les médias. Ce sont les médias qui façonnent l'opinion publique. Nous sommes dans un pays. Vous mettez la radio, la modulation de fréquence, vous roulez à 8h, 9h du soir sur une autoroute, et vous mettez la modulation de fréquence, vous passez de chaîne en chaîne, sauf quelques radios très communautaires, style Radio Africa ou Tropique FM, ou bien des radios très spécialisées comme Radio Nostalgie ou Chante France, mais toutes les autres radios, sauf les radios France Musique ou ce genre de choses, ou Radio Classique, qui elles sont consacrées à la musique classique, mais toutes les autres radios passent constamment de la musique américaine, constamment. Est-ce que vous imaginez ce que pourraient penser les États-Unis si sur toutes les radios américaines, partout, tout le temps, on entendait des chansons françaises et Édith Piaf et Jacques Brel? Est-ce que vous imaginez la réaction pas seulement des Américains, mais des Brésiliens, attendez, pareil pour les cinémas. Pareil maintenant à la télévision française, il y a au journal de 20h sur la deuxième chaîne, ou sur la première, il y a pratiquement tous les jours des informations venant des États-Unis. Alors un jour, on apprend qu'il y a eu un cyclone, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça. On a vu cette affaire de façon, je trouve, particulièrement scandaleuse au moment du cyclone Sandy. C'était il y a un an, qui a dévasté Haïti. Haïti, c'est une île qui est proche de la France à de nombreux égards, proche des Antilles françaises d'une part, mais également francophone. Puis il y a toute une communauté haïtienne qui vit à Paris et en région parisienne. Donc c'est le cyclone Sandy a dévasté. Il y a eu des dizaines de morts. On n'a pas parlé à la télévision. Le même cyclone Sandy, 5-6 jours après, est monté, a effleuré les côtes au large de New York. Il était très affaibli parce qu'à ces latitudes, les cyclones ont perdu de leur vigueur. Et il y a eu quelques stations de métro qui ont été inondées. Il y a eu 40 cm d'eau dans les stations de métro à Manhattan.
On en a eu des reportages entiers à la télévision, alors qu'il n'y a pas eu un seul mort. Voilà. Donc excusez-moi cette anecdote, mais c'est cet angle d'approche, ce formatage des cerveaux, ça il faut lutter contre. Je renvoie d'ailleurs à notre programme, puisque nous ne sommes pas... Nous estimons que quand on parle de mondialisation, c'est un mot fallacieux, c'est pas de mondialisation qu'il s'agit, c'est une américanisation. Et nous ne sommes pas pour l'américanisation, nous sommes pour l'ouverture générale sur le monde. Nous sommes pour qu'il y ait, bien entendu, des chansons américaines, mais qu'il y ait aussi des films ou des chansons chinois, indiens, russes, du monde arabe, japonais, brésilien, africain. Il y a tout un cinéma africain qui est important. Donc voilà ce que nous voulons. Et puis aussi chansons françaises et productions françaises. Ne l'oublions quand même pas. Vous projetez de présenter un candidat aux élections européennes. Qu'en est-il ? C'est pas un candidat, il faut être présent dans les circonscriptions interrégionales. Il y a 8 circonscriptions en France et en Outre-mer pour les élections européennes. On va essayer en effet d'être présent à ces élections. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous nous réunissons ce dimanche avec un certain nombre d'adhérents de l'UPR venus de toute la France pour leur présenter un petit peu la problématique de ces élections et recueillir les bonnes volontés. Certains disent oui, mais pourquoi vous vous présentez aux élections européennes parce que vous êtes contre l'Europe. Ça me paraît un argument assez fallacieux. Je rappelle que Robespierre était aux États généraux de 1789, ça ne l'a pas empêché de participer à l'abolition de la monarchie. Je rappelle que le Parti communiste français, créé en 1920, avait dans son programme, jusque dans les années 70, la dictature du prolétariat, la destruction de la démocratie bourgeoise, comme il le disait. Ça ne l'a pas empêché de participer aux élections de la dite démocratie bourgeoise. Je rappelle que Nigel Farage, qui est au Parlement européen, a une ligne politique qui consiste à vouloir sortir de l'Union européenne, comparable à peu près à la nôtre. Il a été élu là-dessus. Depuis qu'il est au Parlement européen, ça lui a donné une tribune extraordinaire pour développer sur Internet ses idées. Il n'a pas contribué pour rien à ça. Donc c'est tout à fait normal que nous soyons là. Je le dis d'autant plus normal que c'est quand même les élections où on parle de l'Europe. Comme nous n'allons pas aller aux élections municipales parce que c'est pas notre sujet. Les élections municipales, c'est un sujet extrêmement local, très droite-gauche. Je prends souvent cet exemple un peu en souriant, mais qui fait bien passer une idée fondamentale. Est-ce que l'on imagine qu'en 1941 ou 42, il y ait eu en France ou en zone libre des élections municipales? Est-ce qu'on imagine qu'il y a eu des listes France libre à Clermont-Ferrand ou à Toulon ou à Montpellier, où il y aurait eu une liste patronnée par le général de Gaulle qui aurait dit voilà, je suis pour la réfection des trottoirs de la Canebière. Bon, non, ça va pas. On voit bien que nous, là où nous nous situons, la problématique c'est celle de la survie de notre pays, de la France. On peut pas, surtout compte tenu de la relative faiblesse encore de notre mouvement, on ne peut pas se présenter à des élections comme les élections municipales. Donc si on ne se présente pas aux élections municipales ni cantonales, voilà, et si on ne peut pas se présenter aux présidentielles la dernière fois, puisque je n'avais pas eu les 500 parrainages, il faut quand même bien qu'on se présente aussi à des élections. Parlons-en d'ailleurs, parlons-en des présidentielles, ce sera ma dernière question. Quelles sont vos ambitions pour la prochaine élection présidentielle ? Être élu. En tout cas, être présent déjà. Donc on va tout faire pour être présent. Ça n'est pas facile parce que tout est verrouillé. Ça veut donc dire que il faut qu'on continue à grossir. Nous sommes actuellement sur une trajectoire quasi exponentielle. Nous avons bientôt, je le disais tout à l'heure, 3500 adhérents. On doit en être déjà aux alentours de 3440 aujourd'hui même. Nous sommes donc le 20 octobre. Il faut continuer à se développer. La solution, elle est dans la main de tous les gens qui nous regardent. Si vraiment vous souhaitez que je puisse être présent aux élections présidentielles de 2017, c'est maintenant qu'il faut adhérer. Et si au lieu d'être 3450, nous étions 34 500, ça change les perspectives.
Hein, ça veut dire, et si au lieu d'être 34 500, on est 345 000, ça change encore davantage les perspectives. Donc, si l'UPR continue à grandir avec vigueur et si sa notoriété se répand, il y a forcément des maires, nous en avons d'ailleurs déjà quelques-uns, on a déjà des maires qui ont adhéré à l'UPR, donc par force. S'il y a 345 000 adhérents, il y aura dedans déjà un certain nombre de maires qui nous apporteront les parrainages. Donc c'est par cette submersion de notoriété que l'on peut avoir les 500 parrainages. Donc la main, là, c'est pas dans mes mains que ça réside. Hein. La solution, elle est dans la main des Français. Donc de tous les gens qui nous regardent, si vous êtes convaincus, si les gens qui m'écoutent, si les gens qui regardent nos analyses, qui regardent notre programme, notre charte, nos propositions extrêmement précises, si notamment les gens regardent également la toute dernière conférence que j'ai faite sur les partis politiques où je décortique comment les autres partis se moquent de l'intelligence des Français, méprisent l'intelligence des Français, en leur tenant des propos savamment ambigus, savamment trompeurs, dolosifs, etc. Si vraiment les Français qui me regardent disent là, ça on a du solide, on a du sérieux, il faut qu'ils s'engagent. Et puis à ce moment-là, nous aurons les parrainages. Et si on a les parrainages, je pense qu'on peut changer l'histoire de France. François Asselineau, merci de nous avoir accueillis aux universités d'automne de l'UPR. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.